Dans cette catégorie LMGTS, les Corvette C5R, 2 voitures sont donc opposées à la fameuse Ferrari ProDrive numéro 58 de Thomas Senge, de Richard Riddle, d'Alain Menu. Il y a certes les Céline, indépendamment de la voiture de Walter Brown qui va effectivement abandonner. Et il y a donc les Chrysler Viper, dont la numéro 52 dont on reparlera. C'est la voiture de l'équipe de France de la Fédération française du sport automobile avec Jean-Philippe Belloc, Jonathan Cochet et Benoît Tréluyer. Christian Lavieille, Rinaldo Capello, malgré les premières heures de course, ne quitte pas ses écrans pour voir quoi? Votre voiture hors piste, que se passe-t-il là? Hors piste, encore une crevaison, mais cette fois-ci à plus haute vitesse et Luc est parti en tête à queue. Bon, avec un peu de chance, il a évité le rail, on le voit à l'entrée d'Indianapolis et il se retrouve avec une crevaison lente. Et il a eu beaucoup de chance, surtout de ne pas emmener une autre Porsche de la même catégorie. Bon, bah, c'est la troisième et c'est vrai qu'après c'est très difficile de jouer, d'essayer d'être rapide et d'être très vigilant, toujours à l'attente d'une crevaison un peu surprise. Mais bon, mais ça fait partie des courses de 24 heures. Bon, après il y a le côté quand même magique de la nuit. Alors un problème de fond plat pour l'une des Oreca d'Alara et donc du côté des stands, Luc Alphand-Venture. L'arrêt de votre voiture dans le garage, dans le box, comme diraient les Anglais, Christian Lavieille, pour tout simplement changer de pneu. Idem, attention à des problèmes au cours de la nuit pour une Cadillac. Et là, c'est tout feu, tout flamme pour la MG Lola numéro 30, la voiture du Nike Off Racing, des Américains Duncan Dayton, Steve Knight et Mel Hopkins. Une voiture qui est donc la proie des flammes un peu après la première chicane du Naudière. Un incendie qui va être vite maîtrisé, fort heureusement, et comme à chaque fois d'ailleurs, par les commissaires de piste. Encore une fois pour les 24 heures du Mans, un circuit très long, plus de 13 km, 13 km 650, plus de 1200 commissaires qui sont présents. Et c'est Mike Johnson, le team manager du Nike Off Racing, qui va exactement nous dire ce qui s'est passé et comment s'était aussi passé le début de course. Tout ce que nous savons, c'est que nos instruments de télémétrie sont tombés en panne et qu'il y avait du feu sur la piste. La télé est allée sur Audi. Nous pensions que c'était une de leurs voitures. Nous avons su après que c'était la nôtre. Le pilote est OK, c'est le plus important. Nous avons eu quelques problèmes en début de course avec l'électronique dans la voiture, mais ça semblait bien marcher sur la fin. Je veux dire que nous avons eu quelques problèmes pendant la première heure. Nous étions bien et revenions fort. C'est arrivé dans la deuxième chicane. Le pilote a une grosse explosion de flammes sur la gauche du cockpit. Heureusement, il a réussi à sortir et c'est ça le principal. Pilote indemne dans tous les cas, avec Steve Knight qui était au volant de cette MG Lola du Night Hawk Racing, un team qui avait d'ailleurs disputé de façon fort brillante les 12 heures de Sebring en début d'année. Et oui, malheureusement, le rideau de stand va se fermer sur cette MG Lola numéro 30. Voici le rappel du classement général après bientôt 8 heures de course. Les Audi numéro 1, numéro 2, numéro 3 comme à la parade. Une parade parfaitement orchestrée sont les maîtresses de ce scénario vécu autour des 70e 24 heures du Mans. Et d'autres incidents de course qui vont également se succéder, à l'image de l'arrêt bien involontaire de la MG Lola numéro 27 de Mark Blundell, de Julian Bailey et de Kevin McGarity. Arrêt de la Bentley numéro 8. Une Bentley qui occupe le premier des 50 stands du circuit des 24 heures du Mans. Une voiture en 4 ou 5e position au jeu de l'alternance avec l'unique MG restant en piste, la numéro 26. La 27 s'est retirée. Explication, analyse avec Hugh Chamberlain pour MG. Nous avons été dans les 4 ou 5 premiers pendant longtemps. Depuis la fin de la première heure, nous étions dans les 5 premiers. Après, nous sommes passés 3e pendant près d'une heure, puis à nouveau 4e. La voiture semble donc rapide et c'est triste que la transmission avec laquelle nous n'avons eu aucun problème jusque-là nous cause autant de soucis. Allez, Hugh Chamberlain, crossfinger, croisons les doigts pour l'AMG numéro 26, arrêt de l'Audi numéro 2, des Audi qui n'ont pas été épargnés par les crevaisons. Au fait, Emmanuel Pirot, un pilote peut-il savoir par anticipation que sa voiture fait justement l'objet d'une crevaison? Nous avons un système, comme vous devez le savoir, qui calcule la pression des pneus en temps réel et qui envoie un signal au stand. Nous avons aussi un signal lumineux sur le tableau de bord pour nous prévenir quand un pneu est à plat. Si vous ne ralentissez pas, vous pouvez avoir des problèmes. Cela vous prévient seulement, ça ne répare pas les pneus.
Retour en piste de l'Audi numéro 2 de Rinaldo Capello, de Johnny Herbert et de Christian Pescatori. Des visages fatigués, mais il n'empêche une fête foraine qui continue, elle, de battre son plein. Christian Lavieille, vous qui connaissez les deux nuits de 24 heures, laquelle est finalement la plus éprouvante, si tant est qu'il y ait duel entre les deux épreuves, entre 24 heures moto donc et 24 heures voiture. Bah déjà, il y en a une qui est très fraîche et une autre qui est très chaude. C'est vrai qu'on a pas loin de 60 degrés dans la Porsche et souvent pour 24 heures moto, on s'est retrouvé avec des températures de 0 degré. Dans notre catégorie, c'est vrai que c'est beaucoup plus physique en moto, beaucoup plus de contraintes physiques. En auto, on reste 2h30 dans l'auto, on sort, on est frais, à part avoir souffert un petit peu de la chaleur et être un petit peu déshydraté. Mais les contraintes physiques ne sont pas les mêmes. Bon, après, il faudrait voir au niveau d'un proto, c'est sûr que ça demande beaucoup plus de contraintes, mais il y a vraiment une grosse différence. Une grosse différence, mais la même détermination, celle de rallier l'arrivée. À noter qu'au carillon des minuit, il y avait toujours 47 voitures en course. Excellente 7e dans le classement de ces 24 heures du Mans, la Cadillac numéro 6, avec Christophe Tinsault. Sa voiture est à 5 tours de l'Audi de tête. Un Christophe Tinsault, c'est vrai, qui n'a pas été épargné depuis le départ. Bon, là pendant tout mon relais, je n'avais pas de compteur, pas de tableau de bord. En gros, j'ai conduit ce que la voiture me donnait. Et puis on a fait une bonne stratégie lors du Pescar, on ne s'est pas arrêté. Et il y a beaucoup de voitures qui sont rentrées, on a gagné beaucoup de temps sur ce passage-là. Puis ensuite, j'ai vu par rapport aux Audi et à la Bentley, ça roulait à peu près, j'avais pas de temps, c'est-à-dire j'avais aucune information. Mais je voyais à peu près, j'avais la Bentley qui était pas très loin devant, donc ça va aller, donc je roulais bien. Les pneus ne s'abîmaient pas, donc j'ai fait 4 relais de suite et ça a porté ses fruits. Voilà qui a porté ses fruits et qui, il faut l'espérer en tout cas, portera bonheur pour la suite de cette course à Christophe Tinsault avec Max Angelelli et Wayne Taylor sur la Cadillac. Attention du côté des voitures de la catégorie prototype, Sébastien, la Courage Peugeot numéro 18 part là en tête à queue. Nous sommes à la chicane Michelin, la deuxième chicane des Hunaudières. Oui, malheureusement une casse moteur, en tout cas un début de casse moteur avec une grosse perte d'huile qui fait partir la voiture en tête à queue et puis l'abandon qui interviendra juste après. Coup dur pour le team Pescarolo Sport donc. Eric Alary a pu ramener sa voiture jusqu'au stand. Vous l'avez dit Sébastien, la Courage a vidangé sur à peu près un bon tiers de tour de circuit. D'où la présentation du drapeau changement d'adhérence. D'où la deuxième phase de neutralisation de cette 70e édition des 24 heures du Mans. C'en est donc fini pour Okio Katayama et pour deux anciens vainqueurs, Stéphane Ortelli qui avait gagné en 1998 et Eric Alary qui avait gagné ici en 1993 avec à l'époque la Peugeot 905. C'est sûr, il est déçu puisque là son nom ne figurera pas sur la feuille de classement de la 24e heure. C'est les 24 heures du Mans et il faut arriver demain 16h et je pense qu'il y aura d'autres abandons d'ici là. Oui, quelque part, Sébastien Bourdet, Eric Alary espèrent que les autres aussi vont connaître leur lot de malheur et pourquoi pas récidiver la performance de 2000. La première des courages de l'histoire d'Henri Pescarolo comme concurrent s'était soldée par une belle 4e place. Oui, une belle 4e place qui sera vraisemblablement très dure à renouveler puisque la concurrence est aujourd'hui beaucoup plus rude. Cela dit, je dirais, la persévérance finit toujours par payer. Des courages Peugeot Team Pescarolo Sport pas épargnés, vous l'avez vu, et malheureusement même constat pour les deux panneaux, la 11 comme la 12 ont du mal à aligner les relais sans contrariété, son passage par les stands. Ça va nettement mieux du côté de chez Audi et puis voyez, oui ça a l'air de bien aller, me dit Andy Wallace. C'est quelques instants de nuit, même s'il y a eu quelques péripéties. Allez, n'empêche pas un petit peu de gaieté, de bonne humeur. On serait tenté de faire guili. Et oui, les nuits du Mans, il y a toujours un bon parfum de stand quelque part. Mesdemoiselles, bonsoir. Regardez bien dehors, que se passe-t-il? Il y a l'arrêt effectivement de l'une des deux panneaux. Merci cher pilote de bien vouloir pousser votre voiture pour voir qu'il s'agit de la numéro 12 de Gunnar Janet, de David Deneuille, de Bill Oberlen. On le dit avec un petit peu d'ironie là messieurs, mais la nuit du Mans quand même ça reste on va dire une passe délicate, Christian et Sébastien, de ces 24 heures du Mans. Une course d'endurance, c'est vrai qu'une course la nuit c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Je sais que pour moi j'attends toujours ce moment avec impatience. Pour moi l'endurance c'est la nuit et je trouve ça magique et c'est vrai que bon il y a des pilotes qui se font plaisir, qui sont en train de faire jouer un peu à la PlayStation en direct. Le public est en train de faire la fête, de s'amuser. Quelques pilotes qui font un peu de rodéo dans les bacs à sable, comme on peut noter une Porsche GT3R. Il se passe tellement de choses la nuit, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur du circuit,
c'est vraiment quelque chose à vivre. La Porsche Freisinger numéro 80, prise à défaut de passage dans le bac à gravier. Il y avait également eu un tête à queue sans incidence particulière pour la Bentley numéro 8. Par contre, du côté de la catégorie LM GTS, adieu la belle Maranello et rendez-vous en tout cas, il faut l'espérer pour l'année prochaine. Elle était en tête de sa catégorie. La 58 de Thomas Sengé, de Rickard Riedel et d'Alain Menu se retire, laissant le champ presque libre aux Corvettes C5R, notamment la 63 de Ron Fellows, de Johnny O'Connell, de Liver Gallin. On dit bien presque libre car derrière il y a une forte pression, notamment avec les Chrysler Viper de l'équipe de France et de la formation Lard Compétition et Cherosport. Ouh, attention avec un bien sympathique petit écureuil qui entame une traversée bien dangereuse des Hunaudières à l'approche du virage de Mulsanne. Après 13 heures de course, vous noterez que la vitesse moyenne en tête de la course reste supérieure à 210 km/h et avouons-le Sébastien, ce sont, c'est vrai, de très très bonnes conditions de nuit, presque pas de vent, on flirte avec les 20 degrés. Bref, côté météo, c'est excellent. Ouais, conditions optimales, juste un petit souci, je dirais, au niveau des safety cars. Et puis, bon, sinon, je dirais en route pour le record de distance. En route pour le record de distance, à condition de ne pas effectuer de tête à queue, l'image de celui de la Doma Motor Judd numéro 16, de Yann Lamers, de Van Hilbrand et de Tom Coronel. La voici, la voilà, cette Chrysler Viper Oreca PlayStation. C'est la voiture de l'équipe de France, de la Fédération française du sport automobile. Du côté des pilotes, il y a un personnage que vous connaissez bien, vous les connaissez bien, Sébastien Bourdet tous les trois. Mais là, on va parler de celui qui était votre ex-rival en Formule 3, Jonathan Cochet. Oui, ancien rival, ancien coéquipier aussi, donc oui, on se connaît très bien. Je connais aussi très bien Benoît Tréluyer, qui était aussi à la filière. Donc, des jeunes de ma génération. L'un de ces Français s'est exilé au Japon depuis. Tom Christensen, en tout cas, a le sourire. Pourquoi? Bien pas simplement parce que sa voiture, l'Audi numéro 1, est en tête de la course. Jolie image de lever de jour sur cette portion de circuit qui a été modifiée, c'est vrai, pendant l'hiver dernier. La nouvelle zone de descente vers les S du tertre rouge. La Bentley, elle, est toujours au-dessus des 300 à l'heure dans les Hunaudières. Un retour sur cette nouvelle configuration de circuit, Sébastien? Oui, portion très intéressante, surtout pour le public, je dirais par contre un tout petit peu délicate dans les dépassements, mais bon, c'est en tout cas un petit peu plus sélectif encore que ça ne l'était auparavant. Quel que soit en tout cas le virage en question, ce refueler Bentley, ce mécanicien Bentley préposé au ravitaillement n'est en rien perturbé. Ce qu'il espère évidemment, c'est que la belle anglaise ira ainsi semer le trouble au sein du team Audi Sport avec l'Audi numéro 1 de Biella, de Christensen et de Pirot qui reste en tête. L'arrêt ravitaillement pour la Bentley numéro 8, Eric Van de Poel qui s'extrait du cockpit de la belle anglaise, toujours 4e en chasse derrière les Audi. Alors la question est de savoir si justement le sympathique Eric Van de Poel a passé une bonne nuit du Mans. Did you have a good night? Not too bad. Pas trop mauvaise, et vous? Non, c'était bien. La voiture était mieux pendant la nuit. Les pneus ont été plus efficaces avec la température plus fraîche. Ça a bien fonctionné. Le deuxième relais avec les pneus était plus difficile, avec moins d'adhérence. Pas de problème majeur, tout s'est bien passé. Oui, tout va bien, pas de problème majeur donc pour Eric Van de Poel avec la Bentley numéro 8. Attention à ce freinage peut-être trop tardif pour l'Audi numéro 5 qui, c'est vrai, bataillé avec la Red Artemen numéro 29 de Jean-Denis Delétraz, de Walter Lechner Junior et de Christophe Pillon. Sébastien Bourdet, que redoute-t-on dans ce genre de figure? C'est d'avaler beaucoup de gravier qui viennent se loger dans les pontons de la voiture. Oui, c'est toujours gênant, cela dit. Le plus gênant, c'est de taper le rail. Donc bon, là, en l'occurrence, ça se passe plutôt bien et la voiture n'est pas trop endommagée. Grâce justement à ces nouveaux bacs du côté des S du tertre rouge. Attention à une matinée de dimanche assez difficile pour la Dome du Racing for Holland de Yann Lamers, de Van Hilbrand et de Tom Coronel qui est rentré dans son stand et qui laisse par conséquent les Audi prendre un petit peu plus le large en tête de la course. Tout va bien pour Frank Biella, pour Tom Christensen, pour Emmanuel Pirot. La voiture est non seulement en tête de la course mais elle a aussi le record du tour. Attention au freinage de la première chicane avec l'Accourage numéro 13 qui a rencontré pas mal de problèmes d'embrayage. Et qui, là, Sébastien, justement, comment peut-on expliquer en fait ce tête à queue? Un pilote qui revient sur une GT, est-ce que parce que la piste était un petit peu grasse à cet endroit? Ouais, je pense surtout que c'est un freinage un petit peu tardif à l'intérieur sur une piste qui est donc un petit peu salie par des boulettes de gomme. Et puis, bon, peut-être un petit peu trop de frein sur l'arrière. Enfin, il peut y avoir beaucoup de raisons.
et notamment ici du côté de la portion la plus rapide du circuit qui soit, c'est-à-dire le secteur des Hunaudières, le capot arrière de la saline numéro 68 de Pickering, Ramos et de Chavez qui s'est défait. Heureusement, il n'y avait personne à suivre, mais malheureusement, une voiture aérodynamiquement déstabilisée. Et avouons-le, messieurs, là, c'est quand même pas mal rattrapé dans la nouvelle portion. On voit qu'il manque un petit peu d'appui dans les S-Porsche, mais bon, bien rattrapé. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de chance, mais bon, ça aurait pu être pire déjà quand il a perdu son capot au freinage. Il aurait pu partir en toupie. Sébastien? Oui, en tout cas, là, on peut voir encore une des raisons majeures de crevaison avec des débris de carbone sur la piste. Et bon, c'est vrai que on a là la plus grosse explication de nombre de crevaisons qu'on a pu rencontrer encore cette année. Pour les représentants du pays du soleil levant, les Japonais, Le Mans, c'est bien le long jour, disent-ils, depuis toujours, avec un nouvel arrêt de l'Audi numéro 5. On est prêt apparemment. Ils sont inquiets quand même, les mécaniciens de l'Audi R8 en configuration 2001 de l'Audi Sport Japan Team Go. Apparemment, Sébastien et Christian, on était prêts pour intervenir au niveau notamment du train arrière de la voiture. Apparemment, il y a un petit problème de transmission. Ils changent le volant avec toutes ces commandes de boîte de vitesse, voir si le problème est un problème électronique. Et on les voit qu'il est en train de préparer tout l'ensemble arrière pour une intervention de remplacement de boîte. Voilà, ici elle n'a pas été décidée. On range le matériel, mais on le laisse prêt pour les au cas où. L'arrêt de la Porsche du team Freisinger. Durant la nuit a disparu la belle Ferrari Maranello. Elle était en tête des LM GTS. Le témoignage de George Howard Chappell, team manager. Nous avons une fuite d'huile sur la voiture. Nous étions en train de la ramener et avant d'avoir pu la mettre dans le stand, elle a pris feu. Elle était très abîmée sur le circuit et nous ne pouvions pas la récupérer. Nous étions assez contents de la fiabilité de la voiture. Nous n'avions pas fait de run de 24 heures avant la course, mais en plusieurs simulations, nous étions confiants. Et c'est vraiment dommage parce que l'équipe avait énormément travaillé et avait fait un travail exceptionnel pour arriver à ce niveau. À l'année prochaine donc pour la formation ProDrive avec la Ferrari Maranello et attention à la Cadillac numéro 6 de Wayne Taylor, de Max Angelelli et de l'infortuné Christophe Tinso. Ça rappelle un peu les images de début de course avec Werner Lubberger. La Cadillac numéro 6 qui s'arrête en même temps que la voiture sœur, la numéro 7 d'Éric Bernard, d'Emmanuel Collard et de JJ Leto. Avouons-le, les deux Cadillac North Star vont vivre un début de course assez difficile quand même. Voilà, échange de pilote ici avec Sébastien Bourdet et Emmanuel Collard qui va sur la numéro 7 prendre le relais de JJ Leto. Ouais, on a vu une faute engendrée par une crevaison, donc c'est vrai que à l'endroit où c'est arrivé, c'est-à-dire Indianapolis, c'est toujours délicat de maîtriser. Nous avions donc constaté l'abandon au cours de la nuit pour la MGE, la numéro 30 avec un incendie dans la Hunaudière, la 27 qui n'était guère allée plus loin, la 26 était la seule restant vaillante, mais malheureusement ce dimanche matin va être fatal à Anthony Red, à Warren Hughes et à Johnny Kane, abandon de l'unique MG qui restait en course. Ce sera pour l'année prochaine. En tout cas, ces voitures, c'est vrai, ont réalisé un super parcours. Que de progrès parcourus en l'espace d'un an. Du côté des voitures de la catégorie LM GTS, doublé des Corvette C5R, la 63 devant la 64, Ron Fellows, Johnny O'Connell, Oliver Gavin pour les leaders, Andy Pilgrim, Kelly Collins, Franck Frayon pour les seconds de la catégorie. Alors qu'Emmanuel Pierrot, même s'il reste encore pas mal d'heures, peut d'une part être confiant, mais en même temps, Sébastien et Christian, ils restent très concentrés et attentifs, car on le voit, il peut évidemment toujours se passer de nouvelles choses avec, encore, serait-on tenté de dire, une crevaison qui affectera là le tableau de marche de l'Audi numéro 2. Ouais, encore une crevaison à l'arrière gauche, toujours. C'est à se demander d'ailleurs s'il passait pas un petit peu trop, soit sur un vibreur, soit sur une partie un petit peu agressive de la piste, parce que c'est toujours à l'arrière gauche. Donc je pense que Emmanuel Pierrot était beaucoup plus inquiet qu'autre chose en se grattant un peu la tête. Le docteur Ulrich le dira, d'ailleurs pas de consigne d'équipe. La numéro 3 ici rehausse le rythme pour revenir sur la 2 et un arrêt lui aussi tout feu tout flamme dans les stands. Quelques flammes heureusement vite maîtrisées par l'équipe Cadillac et les commissaires autour de la numéro 6. La Cadillac de Christophe Tinso, de Wayne Taylor, de Max Angelelli. Attention, virage du tertre rouge avec des drapeaux jaunes, signal de danger. Il y a effectivement eu sortie de piste
Revoyons l'action au ralenti, une sortie de piste qui ici va affecter, voilà quelle image, la Cadillac numéro 6 à nouveau pour la voiture de Taylor, d'Angelelli et de Christophe Tinsault. Ah, ils ont pourtant de la hargne, Christian, et même de la persévérance. Ces pilotes, ils ne sont pas épargnés, mais jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, c'est clair, c'est la volonté. C'est vrai qu'il lâche pas le morceau, mais bon, on a vu par le passé que malgré toutes les embûches qu'on peut rencontrer sur une course de 24 heures, on peut toujours finir bien placé à l'arrivée. Bon, personne n'est à l'abri du moindre problème, même à 5 minutes de l'arrivée, donc c'est vrai qu'il faut toujours être attentif. On voit Emmanuel Perrault qui était très inquiet aussi. Là, c'est un petit peu dommage de voir des embouteillages dans les stands, surtout sur une équipe, la même usine, la même équipe, et c'est pas normal qu'on se retrouve au ravitaillement le même tour. Oui, ravitaillement, bien qu'il y avait intervention sur la voiture numéro 3, et là, retrait du capot moteur sur l'Audi numéro 1, c'est la voiture des hommes de tête, Franck Biella, Tom Christensen, Emmanuel Perrault, et là, attention, on rentre l'Audi numéro 1 carrément dans le box. Alors, nous l'avions vu et nous en avions témoigné d'ailleurs en début de course. On sait que pour le changement de train arrière, on est très rapide du côté de chez Audi. Que fait-on là, Sébastien? Peut-être se soucier justement de l'usure de la boîte de vitesse et de tout ce qui peut être aussi roulement sur la voiture de tête. Vraisemblablement, à l'enclenchement de la première, ça n'a pas dû vouloir repartir. Donc ils sont en train de checker le système. En fait, Sébastien, c'est un problème de démarreur qui a affecté l'excellent tableau de marche de l'Audi numéro 1. Conséquence, la voiture sœur, la sœur ennemie, la numéro 2, est revenue dans le même tour. Ces quelques problèmes des Audi donnent le sourire à la concurrence, et notamment le team Oreca avec Hugues de Schoneck qui surveille la progression de ces deux voitures, de ces deux très belles voitures. Convenez-en. Je suis heureux parce que le team vient de faire une très belle performance. Ils ont changé la boîte de vitesse en 6 minutes et 10 secondes, c'est-à-dire exactement un temps un peu plus rapide que celui d'Audi, donc ce qui est une belle performance. Ce qui est important, c'est qu'on conserve notre 5e et notre 6e place. C'est la 5e et 6e place du classement général, ou c'est la première et la seconde. Le capitaine de navire, Hugues de Schoneck, avec les deux Oreca Dallara, un stop and go pour la Porsche numéro 80. Dommage, ça va faire du temps perdu pour Romain Dumas, Sacha Masson et Jörg Bergmeister, qui restent sinon dans le même tour, parfois à quelques 3 minutes de la Porsche numéro 80 de la formation The Racers Group. Sébastien, une belle caméra pour le casque de Jean-Christophe Bouillon. Nous sommes à bord de votre Courage. Ouais, des belles images, et là on peut se rendre compte qu'il y a des gros efforts au volant puisqu'on a perdu la direction assistée depuis 9h30 du matin. Donc au lieu de tripler les relais, on est passé à 2 relais, et bon, c'est beaucoup plus physique. Cela dit, la voiture était pas trop mal réglée, donc de gros efforts, mais une marge de sécurité raisonnable. Jean-Christophe Bouillon fait comme tout à l'heure Franck Lagorce, comme vous aussi, quelques mouvements d'assouplissement des doigts. Ça, c'est le côté pratique des hunaudières. On a le temps justement de bien se remettre à l'aise à bord de la voiture, si tant est qu'on en ait besoin, parce qu'on est en ligne droite. Ouais, et puis on voit aussi pas mal de turbulences à l'intérieur de la voiture, donc au bout d'un moment, quelques petits gestes pour replacer le casque, ou pour tout simplement des petites mimiques, comme on dit de temps en temps. Il y a presque un deuxième cordon ombilical, là, ce petit tuyau qui, rappelons-le, là pour se réhydrater. C'est vrai que vous avez besoin de vous réhydrater pendant un relais. Je dirais que si la course était sur 2 ou 3 relais, ça irait, ce serait pas un gros problème, mais c'est plus dans la durée où bon, on évite de perdre trop d'eau d'un seul coup pour pouvoir tenir la distance dans sa totalité. De très belles images en tous les cas, comme nous les aimons. Un coup de chapeau à la réalisation. Elle est signée VCF pour un signal international qui est disponible pendant 25 heures. Les 25 heures du Mans pour prendre ces belles images. Il y a plus de 30 caméras fixes qui sont donc réparties tout au long du circuit, et plus de 8 caméras embarquées pour des images aussi somptueuses que celles prises à bord de la Courage du team Pescarolo Sport. Il y a la télévision, il y a également la radio. On va retrouver nos amis de Radio Le Mans pour tous les supporters anglais à peine déroutés par l'abandon de la Morgane sur casse moteur au cours de la 19e heure. You're listening to Autosport Radio Le Mans, sponsored by GM.com, 91.2 FM here in France and around the world. We are about to go to the national and international news. We are about to complete 20 hours out of 24 for the 2002 Le Mans 24-hour race. We'll be crossing back to IRN for the news at the top of the hour. And let's just remind all... Yeah, I was just giving you a heads up. Number 1 comes down the pit lane then, and let's see what happens in... À nouveau les 24 heures du Mans, vus avec la couverture radio de Radio Le Mans.
l'arrêt de l'Audi numéro 1, Christian Lavieille. Nous allons justement voir comment nos amis anglais suivent et commentent le passage par les stands de la voiture de tête. Vous avez d'ailleurs, Christian, remarqué avec nous avec quelle souplesse Tom Kristensen arrive sur le flanc gauche de la voiture pour très rapidement se plonger dans le baquet. Impressionnant, évidemment, une condition physique parfaite comme pour vous en préparation d'une course comme c'est 24 heures du Mans voiture. C'est vrai que je garde la même approche pour les 24 heures moto et auto, physiquement, psychologiquement aussi. Bon, par contre, eux ont beaucoup plus d'enjeux que moi sur ces 24 heures auto. Moi, je suis là par plaisir, par passion, mais c'est vrai que je me mets à leur place et ça doit être vraiment un moment extraordinaire qu'ils doivent vivre, surtout là, à quelques heures de l'arrivée d'une 3e voire 4e victoire pour Tom. C'est vraiment superbe. Ok, let's go avec l'Audi numéro 1, drapeau bleu bien présenté par un commissaire, Christian Lavieille. C'est vrai qu'on peut les féliciter, ils ont fait un travail d'arrache-pied et surtout il ne faut pas oublier que c'est des gens qui sont bénévoles. Et bon, même si cette année les conditions étaient parfaites. Ah, une autre équipe qui a aussi fait un travail extraordinaire, c'est le staff Audi Sport Press avec le prix de la communication remis par l'ensemble de l'équipe et notamment notre ami Fabrice Bourrigaud, l'homme en charge de la communication au sein de l'Automobile Club de l'Ouest. Justement, communiquons maintenant avec Alistair McQueen pour Bentley. Le rappel que la numéro 8 est toujours en course et tant mieux. Alistair McQueen, Bentley numéro 8. Nous avons eu un problème à la fin de la première heure. Nous avions atteint la 4e place, ce que nous méritions. Après, nous avons eu un de nos éléments du turbo qui a cassé et nous a pris quelques minutes à réparer. Nous sommes sortis en 18e position et ça nous a pris jusqu'à minuit pour revenir à la 4e place que nous avons réussi à conserver ensuite. Nous sommes très heureux d'être à cette place maintenant. J'espère qu'il en sera ainsi dans quelques heures. La Bentley numéro 8 en chasse derrière les 3 Audi, dont la numéro 3, justement 3e, la voiture de Michael Krum, de Philippe Peter et de Marco Werner, lauréat du trophée Rookie, le débutant le mieux placé sur la grille de départ des 24 heures du Mans. Marco Werner. Nous étions très bien et j'ai bouclé un tour en 3:34.8 dans mon dernier relais, ce qui est un très bon temps à ce stade de la course. J'aurais pu commencer à reprendre du temps sur la seconde Audi, mais un problème nous a obligés à rester 3e. Un personnage qui a aussi toutes les raisons d'avoir le sourire, c'est l'Américain Kevin Buckler, concurrent régulier de l'American Le Mans Series. Sa Porsche est en tête de la catégorie LMGT. Quel sprint! Je tire mon chapeau au Porsche. Les pneus Michelin étaient incroyables. Nous n'avons jamais douté de cela. Nous avons souvent fait 2 relais avec les mêmes pneus et les pilotes ont été vraiment bons. J'ai la meilleure équipe, je suis très heureux et fier de ça, mais je ne veux pas parler trop tôt. Ah, il a le sourire, hein, c'est clair, Kevin Buckler, pour une première participation, c'est effectivement bien parti. Ah, eux, par contre, risquent de perdre le sourire. Eux, ce sont les membres de l'équipe du Velter Racing autour de Gérard Velter, alors que tout allait bien pour la numéro 25 de Stéphane Daoudi, de Jean-René de Fournoux, de Jean-Bernard Bouvet. Apparemment, un problème de rotule qui est à l'origine de ce gros dégagement de fumée. C'est vrai que la fin de course approche et attention, Sébastien, on le voit, avec l'unique Reinhard Lehmann, celle du team de Noël Delbello. Attention, Jean-Denis Deltraz, Walter Lechner Jr. et Christophe Pillon ne sont pas loin derrière. Ça sent la fin de course parce qu'on commence à se rapprocher entre voitures d'un même clan, d'une même usine, ici le groupe General Motors avec les Cadillac et les Corvettes. Ouais, complètement. Un regroupement général, on essaye toujours de finir le plus proche possible quand on n'est pas à la bagarre. Donc c'est toujours plus sympa sur les photos et puis c'est beaucoup plus convivial pour une fin de course. Ah là là, Tom Kristensen qui commence presque à savourer sa victoire. Et oui, allez, encore au moins un tour avant la présentation du drapeau damier. Un tour de trop pour cette WR numéro 25 qui va effectivement capituler en tête de la catégorie LMP 675, marquée en début de course par la domination des MG. Et finalement la victoire qui va revenir à Jean-Denis Deltraz, Walter Lechner Jr., Christophe Pillon. Malgré ce retour en piste sur 3 pattes, permettez-nous l'expression de la WR numéro 25 ici aux mains de Stéphane Daoudi. Voilà, Tom Kristensen, évidemment le visage des jours heureux. Et vous, Christian Lavieille, à cet instant-là, est-ce que vous êtes un homme heureux? Oui, je suis un homme heureux et j'étais très heureux aussi à cette arrivée, cette parade avec tous les commissaires. Bon, d'arriver déjà, c'est déjà très bien pour l'équipe. Un grand remerciement à l'équipe, aux partenaires. Vous savez, c'est pas toujours facile de rallier une course de 24 heures. Beaucoup de concurrents sont cassés les dents là-dessus, n'ont jamais vu le drapeau damier. Bon, c'est vrai que cette année, je suis content d'arriver, mais l'année prochaine, j'espère être pas une catégorie supérieure, mais essayer de jouer moins pour un podium, essayer de faire quelque chose et progresser. Titre indicatif, vous terminez 24e pour vos premières 24 heures du Mans voiture, c'est déjà bien. Sébastien Bourdet flotte à la bannière Audi du côté de Chian et Pescarolo. Vous allez terminer 10e. Alors? Ouais, bilan plutôt positif, je dirais.
On a quand même eu beaucoup de soucis pour préparer la nouvelle voiture. Très grosse masse de travail. Faut remercier vraiment toute l'équipe qui s'est donnée pendant des mois et des mois à faire des heures pas possibles. Je pense que tout le monde en était bien conscient et arriver comme ça 10e en ayant perdu 1 heure et donc 15 tours, c'était une très bonne chose parce qu'on était vraiment pas loin de la 5e, 7e place, ce qui était vraiment une très bonne performance pour nous. Le dernier virage pour l'Audi numéro 1 aux mains d'Emmanuel Pirot, qui n'en revient pas d'ailleurs, regardez ses gestes, il n'en revient pas, Emmanuel Pirot, et oui, pour la 3e fois consécutive, il va franchir la ligne d'arrivée de ces 24 heures du Mans en vainqueur, triplé historique Audi, 3e victoire consécutive, et pour la première fois, un même trio de pilotes, Franck Biela, Tom Kristensen et Emmanuel Pirot gagnent pour la 3e fois consécutive. C'est du jamais vu. On avait déjà vu des duos vainqueurs dans le passé à plusieurs reprises. On pense en particulier à Jack Hicks et Derek Bell, mais là pour Emmanuel Pirot, oui, il y a vraiment matière à laisser exploser sa joie, des instants qui sont vraiment fabuleux. Un public lui aussi comblé. C'est vrai, il y a eu une domination Audi, mais il y a eu une météo superbe. Il y a eu une très belle course, très disputée finalement dans toutes les catégories. Et puis aussi l'hommage par rapport quand même aux constructeurs Sébastien et Christian, qui a mis les moyens pour gagner et qui assumait aussi son rang de favori. C'est vrai qu'ils sont parfaits, tout est vraiment orchestré et ils ont l'intelligence de savoir garder une équipe qui gagne. C'est vrai que ça fait 3 ans de suite que c'est le même équipage et bon, ça fait partie de la pyramide, je veux dire, pour arriver à la victoire, pour construire, aller chercher une victoire, il faut savoir rassembler toutes les cartes et je crois que de ce côté-là, ils ont l'intelligence. Dernier virage également pour Eric Van de Poel, il est à bord de la Bentley numéro 8, certes il n'y aura pas de 2e podium consécutif, 3e en 2001, 4e position au classement général pour la Bentley numéro 8 pilotée par Andy Wallace, Butch Schleisinger et Eric Van de Poel, les Bentley Boys de la génération moderne et les supporters britanniques qui sont malgré tout satisfaits de la très bonne prestation de cette fameuse Bentley. La joie donc, le sourire sur tous les visages, spécialement dans le clan Audi avec la victoire de Franck Biela, de Tom Kristensen, d'Emmanuel Pirot. Et puis regardez bien Rinaldo Capello, mais comme l'année dernière, il termine 2e et finalement n'est pas du tout déçu. Les deux Cadillac aussi, bravo pour l'année du centenaire, sont à l'arrivée. Victoire des Corvettes dans la catégorie LM GTS. Les embrassades, oui évidemment les échanges de satisfaction entre les pilotes Audi. Tom Kristensen vainqueur avec Christian Pescatori et Rinaldo Capello qui sont venus le féliciter. C'est effectivement Johnny Herbert qui a rallié l'arrivée sur la numéro 2. Et donc du côté des LMGTS, victoire Corvette avec Ron Fellows, Johnny O'Connell, Oliver Gavin. 375 tours, plus de 5000 km à 213,068 km/h de moyenne. Ça c'est pour l'Audi gagnante, la numéro 1 de Franck Biela, de Tom Kristensen, d'Emmanuel Pirot. La voiture numéro 2 termine donc 2e et 3e l'Audi numéro 3 de Michael Krum, de Philippe Peter et de Marco Werner. La première des LMGTS termine donc 11e au classement général et victoire Porsche avec The Racers Group dans la catégorie LMGT. La Bentley donc remporte sa catégorie, c'est le moins que l'on puisse dire, et par conséquent du côté de la catégorie LMGT, après The Racers Group, la Porsche Freisinger termine 2e et la Porsche japonaise Team Taizan Adven décroche elle une 3e belle position. LMGTS, 2e victoire consécutive et doublée des Corvettes devant la Chrysler Viper de l'équipe de France FFSA. De l'équipage vainqueur sur l'Audi numéro 1, nous retrouvons Tom Kristensen et Emmanuel Pirot. C'est un rêve qui se réalise. Nous avons travaillé tellement dur et la pression sur cette course prestigieuse est tellement importante puisque tout le monde nous voyait vainqueurs. Et nous l'avons fait. C'est notre respect de la course et notre volonté constante de ne pas abandonner devant les problèmes qui nous ont fait gagner. Notre équipe, notre stand, la voiture, les commissaires, tout a été parfait et nous n'avons jamais renoncé. Psychologiquement, est-ce que c'est la plus difficile de votre victoire? Pas tout à fait. L'année dernière, pour plusieurs raisons, ça avait été très difficile. La première raison, c'était la perte de notre partenaire et ami Michele Alboreto juste avant la course. Et puis, il y avait aussi les pluies diluviennes l'année dernière, des conditions très difficiles. Cette année, nous avons pris comme un Le Mans comme les autres, même si beaucoup de personnes nous parlaient d'un 3e succès consécutif avec la même équipe et que cela n'était jamais arrivé. Et petit à petit, nous y avons cru et nous avons commencé
mes jambes ont commencé à trembler. Heureusement, la course a été assez dure et il y a eu beaucoup de compétition entre nous jusqu'à la dernière demi-heure pour nous maintenir sous pression. Je pense que mon boulot a été plus agréable que celui de ceux qui sont restés à regarder dans les stands. Voilà la levée des trophées de la victoire pour Emmanuel Pirot. À gauche, Tom Christensen au milieu et ici Franck Biela, le premier équipage A3 à être donc 3 fois vainqueur consécutivement. Le président Michel Cosson, président de l'Automobile Club de l'Ouest, qui remet également ce trophée à la fois au Dr Ulrich et au sorcier qu'est Reynald Just. Deuxième marche du podium, Capello, Herbert Pescatori, Michael Krohn, Philippe Peter, Marco Werner termine 3e pour le podium de cette 70e édition des 24 heures du Mans. Rendez-vous en 2003 pour l'édition du 80e anniversaire.